Bonsoir et bienvenue sur Mama Talk, le premier livecast et podcast pour parler de maternité, de paternité et de parentalité, sans jugement et sans tabou, pour sensibiliser, partager, inspirer et déculpabiliser. Ce soir, je suis très fière et heureuse de recevoir Dima Khateb. Si vous ne la connaissez pas, je vais prendre quelques minutes pour vous la présenter. Dima Khateb est journaliste et traductrice. Elle parle 8 langues. Et actuellement, elle est Managing Director de AJ+. C'est un média sur Internet du groupe Al Jazeera. C'est la seule femme de direction au sein du groupe Al Jazeera. Elle est d'origine syrienne-palestinienne. Mais au-delà de son CV assez incroyable en réalité, c'est aussi la maman d'un petit garçon qui s'appelle Fares. Et je suis d'autant plus contente de la recevoir aujourd'hui, car la maternité n'est pas le sujet dont elle parle toujours. Et je suis très contente qu'elle choisisse Mama Talk pour se confier sur ce sujet si intime et si profond qu'est la maternité. Je vais l'inviter à me rejoindre et je pense que ce sera un échange très riche et très intense. Bonsoir. Bonsoir Dima. Bonsoir tout le monde. Je suis tu veux moi sur Instagram ça. Je suis très très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui sur Mama Talk. Voilà, ça va mieux. Oui, bonsoir. Moi aussi, je suis très contente. Et surtout de parler de maternité, qui est un sujet dont tu ne parles pas beaucoup en réalité. C'est vrai. J'aurais voulu en parler beaucoup plus. Et c'est vrai que je n'ai pas trop l'occasion d'en parler, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis une maman très très fière. Je vais commencer par le commencement. Moi, je suis très curieuse de savoir comment tu étais quand tu étais petite fille et si tu jouais à la poupée en te disant je vais être une maman un jour. En fait, oui, quand j'étais petite, j'aimais bien faire l'enceinte. Je faisais toujours, tu sais, dans les séries égyptiennes, Oui, les ça femmes fait toujours mal. pas marcher. Elles sont tout le temps en train de dire des trucs, ah, la grossesse. Donc, je faisais toujours ça, je faisais un peu la comédie. Mais surtout quand ma mère, elle m'achetait des robes comme ça, des robes Oui. un peu grossesse, oui. Mais après, par la suite, non, quand je suis devenue ado, par exemple, j'ai commencé à rejeter un peu cette idée dans ma tête en disant non, mais moi, je ne vais pas faire comme tout le monde. Il y en a tellement des mamans et des enfants, pourquoi je veux faire comme tout le monde? Et puis, ça sert à quoi? Et j'ai autre chose, j'ai mieux à faire dans la vie que faire des bébés. Et là, j'ai pris une décision, je crois, dans mon adolescence, que moi, je ne suis pas faite pour être maman. Ah oui, d'accord. Oui, tu avais vraiment complètement changé de vision et tu voulais plus avoir d'enfants. Ouais, ouais. Je pensais que c'était trop ordinaire. C'était un truc que tout le monde faisait. Pourquoi j'allais le faire? Parce que tu voulais faire des choses extraordinaires. Voilà, je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, être maman, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, le temps passe. Tu deviens journaliste. Oui. Tu as une grande carrière de journaliste. Et à quel moment tu te dis, j'ai envie d'avoir un enfant? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps ou est-ce que c'est arrivé, je ne sais pas, au début de ta carrière, après? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, franchement, je voulais évidemment faire beaucoup de choses dans ma vie. J'étais très ambitieuse. Donc, je voyais, même quand je m'étais mariée, et déjà, le mariage, pour moi, c'était une décision qui était venue comme ça parce que je voulais, je sais pas, j'aime bien tout essayer dans la vie. Je crois que je ne m'étais pas rendu compte que c'est quand même une décision
qui a des conséquences à vie. Oui. Et que voilà, c'est pas une expérience que tu vas faire comme ça, comme faire du bungee jumping. Mais moi, je crois que je prends toujours la vie comme ça, je veux tout essayer. Donc, même quand j'ai pris la décision de me marier, c'était parce que j'étais très amoureuse. Oui. Quand mon mari disait on va avoir des enfants, moi j'étais un peu genre ah, ça j'y avais pas encore pensé. J'ai dit oui, mais je tombais pas enceinte, pas enfin pas exprès en fait, parce que je tombais pas enceinte parce que je passais tout mon temps à voyager. C'est impossible de tomber enceinte si tu voyages Oui. tout le temps. Et si tu es mentalement concentré sur quelque chose, je crois que tu vas pas tomber enceinte probablement. Donc voilà, donc j'ai mis du temps, effectivement. J'ai mis du temps et quand je suis enfin tombée enceinte, c'était après avoir construit une très belle carrière. Oui. Et je suis très contente d'avoir eu mon enfant à 36 ans, c'est-à-dire que je n'avais plus rien à perdre dans le sens où je sentais que je n'étais pas en train de sacrifier quelque chose. Oui, je vois J'étais déjà devenue la personne que je voulais être. J'étais déjà devenue la journaliste que je voulais devenir. Et cette grossesse venait juste pour ajouter de la beauté dans ma vie et non pas comme quelque chose qui va m'arrêter de réaliser mes rêves. Donc, Et c'était vraiment le bon moment le pour bon moi. moment pour C'est-à-dire toi. avoir attendu, pour moi, c'était bien. Parce qu'il n'y avait plus de conflit dans ma tête. Voilà, est-ce que ça va m'empêcher de faire des choses? Non, j'étais ravie. J'étais vraiment ravie. Et c'est arrivé pas. Enfin, c'était un accident. C'était pas vraiment. Petite On avait surprise perdu l'espoir. Oui, de la vie. oui, oui. Ouais. Oui. Et Voilà. moi, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose. Tu as dit, je suis tombée enceinte à 36 ans. À 35 ans, en fait, j'ai accouché à 36 À ans. Oui. 36 ans. Ouais. Mais dans notre, je ne sais pas, dans notre culture arabe, être maman à 35 ans ou 36 ans, c'est assez tard. Est-ce que tu t'es sentie jugée par rapport à ça? Parce que je m'arrête vraiment sur ce sujet-là parce que je le trouve hyper important, sachant que dans la culture, notre culture arabe, les femmes deviennent mamans assez tôt, souvent vraiment très très tôt. Comment tu as vécu ça, toi? C'est vrai, tu as raison, mais moi j'étais au Venezuela, donc j'étais très loin. Oui. Quand je me suis mariée, en fait, j'ai quitté le monde arabe. J'ai vécu en Chine tout d'abord. C'est là où j'ai essayé de tomber enceinte et ça n'a pas marché. Et après c'était au Venezuela en Amérique latine, donc j'étais un peu loin de cette culture au niveau quotidien. Évidemment, ma famille, les amis et tout ça avaient complètement perdu l'espoir en moi. D'accord. Ils avaient dit, voilà, Dima, elle va pas. Ils pas n'en bien. parlaient même plus. Ils n'en parlaient même plus. Tu sais, au début du mariage, tout le monde te demande alors les enfants, c'est pour quand? Voilà, ils n'arrêtent pas et tu vas rester à la maison quand même, tu vas quitter ton boulot. Ils te disent tous ces trucs-là. Bah, dans mon cas, ils avaient perdu l'espoir parce qu'ils voyaient que j'étais très concentrée sur ma carrière et que ça marchait très bien pour moi. Et donc, ils ont arrêté, ils ont laissé tomber. Donc, quand j'étais tombée enceinte enfin, ils étaient plutôt surpris et je ne me rappelle pas de tels commentaires du tout. Mais vraiment du tout. Au contraire, c'était très agréable, je crois, parce que justement, ils avaient perdu cet espoir. Oui. Oui, donc Et parce c'était que plus aussi, une moi, joie. je l'ai vécu aussi de façon très positive. C'est-à-dire quand quelqu'un me disait un commentaire négatif, et ça, c'est en général, quand ils te disent ah non, mais à 35 ans, tu es un peu vieille, tu vas souffrir, ton enfant, je sais pas quoi, ils te disent tout ce genre de trucs. Moi, je recevais tout ça avec beaucoup d'amour. Et je relançais cet amour vers la personne en disant quelque chose de très positif. Et je vivais vraiment très positivement la grossesse sans penser à l'âge ou quoi que ce soit. Et franchement, c'était idéal parce que la maturité que tu as à 35 ans, oui, n'est pas la même qu'à 25. Non, absolument. Donc oui, moi, non, aucune pression négative par rapport à ça. Enfin, peut-être qu'il y en a eu que je ne me rappelle même pas. Hein. Oui, parce que tu voyais la chose très positivement, donc tu ne te focalisais pas sur ça.
Et je trouve ça tellement beau parce que c'est comme ça qu'il faudrait vivre sa grossesse. Donc, ouais, enfin, je trouve ce que tu dis hyper intéressant. Mais du coup, donc tu tombes enceinte, tu es au Venezuela. Mhm. Au Venezuela, où voilà, c'est une société où les femmes d'une certaine classe sociale toujours planifient leur accouchement. Donc en césarienne, elles planifient. Je me rappelle quand j'ai été voir le médecin et il m'a demandé carrément de remplir si je voulais une césarienne ou naturelle, un accouchement naturel ou une césarienne. Et je me rappelle que j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais pardon monsieur, ça me fait un peu bizarre qu'on me pose cette question. Ouais. Je pensais que c'était une question médicale, que c'était une décision médicale. Il m'a dit non, non, et si vous voulez aussi vous faire des opérations après de la chirurgie plastique, etc., on peut tout programmer déjà. Et Ah oui, d'accord. je trouvais ça vraiment, j'étais très choquée la grossesse soit prise de cette façon très commerciale et très matérielle. Oui. Et j'ai dit non, moi je veux un accouchement naturel et voilà, si ça se passe pas bien, à ce moment-là, on va. Et en fait, c'est un problème dans beaucoup de sociétés aujourd'hui que les femmes pensent qu'elles peuvent contrôler ces choses-là. Alors que, en fait, l'avantage de tout ça, c'est que c'est à toi de sentir, c'est à toi de vivre, c'est à toi de savoir, évidemment, écouter les médecins. Mais un médecin qui me dit il faut que je choisisse déjà 8 mois avant ce qui va se passer avec mon accouchement, je trouvais ça inadmissible, en tout cas pour moi. Hein. Oui, et, Donc, ça existe dans beaucoup de sociétés, comme tu dis, dans beaucoup, beaucoup de et pays. j'ai changé de médecin. Quand il a D'accord. insisté, j'ai changé. Alors, il a quand même mis une date limite parce que moi, j'ai dépassé les 9 mois. Alors, je suis entrée dans le 6e et j'ai dit que je me sentais très bien. Et lui, il m'a appelé le jour de l'accouchement que lui, il voulait. Il m'a appelé et j'étais sortie de Caracas faire une promenade avec ma famille dans les montagnes. Il m'a dit, alors, écoute, tu as rendez-vous cet après-midi pour accoucher. Je dis, non, je suis désolée, je suis occupée là aujourd'hui. Je viens pas. Et j'ai changé de médecin tout de suite et j'ai accouché avec un autre dans une clinique naturelle dans l'eau, en fait, qui utilise l'eau. Qui utilise aussi une chaise que les autochtones du Venezuela utilisent pour accoucher aussi, assise. Et ils ont plein de techniques aussi qui sont très naturelles. Mais bon, tout ça n'a pas marché. Après 25 heures d'efforts physiques et mentaux, j'ai dû avoir une césarienne en fin de compte. Mais au moins, tu as pu essayer tout ce que tu pouvais avant J'ai eu d'arriver les à la deux expériences, oui. J'ai eu les deux, ça. l'accouchement naturel et les césariennes en une seule expérience. Et moi, je suis plutôt contente d'avoir vécu les deux expériences. Elles sont complètement différentes, mais elles sont aussi très belles les deux. Ouais. Mais justement, ta grossesse, enfin, l'accouchement, tu l'avais préparé psychologiquement? Tu avais lu des choses sur le fait de devenir maman ou tu avais préparé il y a bien des sûr. cours de préparation, il y a des choses comme ça. Comment Oui. ça se passait au Venezuela? Enfin, c'est intéressant pour moi là parce que j'ai une expérience Venezuela. J'ai pris des cours de yoga pour femmes enceintes. J'allais faire mes exercices et j'ai lu des livres. Je suis un peu encyclopédique, moi, dans ma nature. Je cherche à tout savoir. Donc, je suis devenue une référence sur la grossesse, sur l'accouchement. Tu me dis un truc et je te sors toutes les théories, toutes les thèses, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait. Et j'ai beaucoup lu, en fait, j'ai lu beaucoup de livres. Et j'ai aussi parlé avec beaucoup de femmes et j'ai rejoint même un groupe de femmes qui font des talks, mama talk, comme toi. Et ça m'a beaucoup aidé après avec l'allaitement, par exemple, d'avoir parlé avec ces femmes-là. Et j'ai même en fait engagé une femme pour l'allaitement pour m'aider, une spécialiste qui aide les femmes à apprendre à allaiter, etc. parce que c'était très difficile. Donc en fait, il y avait quand même un réseau de soutien qui était pas mal. Et puis en plus, le Venezuela, c'est un pays qui adore les femmes. Alors, tu vas faire la queue dans une banque, tu es la reine des reines. Tu fais pas la queue. Tu fais la queue nulle part.
tout le monde te regarde et te dit « Ay, qué bella, qué linda !» Tout le monde t'admire parce que tu as ce ventre-là. Tout le monde te dit « Ah, mais tu es ravissante, et tu es belle, etc. » Je dois dire que c'est un pays qui aime les enfants et qui aime les mamans enceintes parce que c'est quelque chose de très naturel, le Venezuela, de voir des femmes enceintes comme ça. Donc, c'est-à-dire, j'ai jamais été gênée du tout, mais très, très agréable. Et quand j'ai voyagé, c'était différent. Dans d'autres pays, je trouvais que c'était différent. Dans les pays arabes ou dans les pays même en Europe, dans les aéroports, ils n'étaient pas sympas. Alors, l'accueil, il fallait la faire encore plus parce qu'ils cherchaient, ils fouillaient dans les affaires, je sais pas quoi. C'était pas très sympa ailleurs, mais au Venezuela, c'était très sympa. Et pendant ta grossesse, tu voyageais beaucoup? Tu as continué à voyager, Oui, alors, à vivre ta vie de journaliste comme tu le faisais avant? oui, alors le truc, et ça c'est un truc marrant, c'est que je ne voulais que personne ne sache que j'étais enceinte, surtout les hommes. Pourquoi? Parce que dans les rédactions où j'ai travaillé, et j'ai travaillé dans plusieurs rédactions dans ma vie, j'entendais toujours les hommes et les femmes, certaines, dire d'une femme enceinte, mais laissez-la tranquille, elle doit être fatiguée, elle doit être émotionnellement vulnérable, ne lui donnez pas beaucoup de travail. La pauvre, elle est enceinte, tu vois. Oui. Alors, cette image de la femme qui est enceinte et qui ne peut pas faire son travail comme d'habitude parce qu'elle est enceinte, moi, je ne voulais pas tomber dans ça. Et donc, j'ai caché ma grossesse. Alors, je n'ai dit à personne et j'ai continué à travailler comme d'habitude, à voyager, à faire des lives, même aller dans les manifs, etc. Et évidemment, à un moment donné, mon ventre, je suis très mince, donc en fait, j'ai mis du temps. Les gens ne pouvaient pas le voir. Mais quand mon caméraman, évidemment, s'est rendu compte, je lui ai dit, écoute, désormais, s'il te plaît, tu ne montres pas. Moi, je suis plutôt active dans mes présentations. Oui, donc, je bouge, je marche, plan, voilà, ouvert, large, etc. Et du coup, je lui disais, écoute, à partir de maintenant, tu fais enfin, du ventre en haut, pas le bas, parce que je veux pas qu'on me voit ma grossesse. Après, bon, les seins étaient devenus trop grands aussi, la poitrine. Mais je disais, ok, et je suis devenue, c'est ce qu'on appelle le plan américain, tu sais, que la tête. Que le visage. Que le visage. Et j'ai dit à personne, donc j'ai voyagé, j'ai été en Équateur, au Nicaragua, mais partout, hein, j'ai voyagé. Jusqu'au jour où on m'appelle, on me dit tu viens à Doha, on te convoque pour une réunion. Et donc je suis venue à Doha, le ventre comme ça, 7e mois. Et tout le monde regardait comme ça. J'ai envoyé un petit email. Je dis juste pour que vous sachiez avant que j'arrive, je suis en fait enceinte. Et ils disaient Mabrouk, Mabrouk, félicitations. Ils se rendaient pas compte que j'étais déjà dans le 7e mois. Oui. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit mais comment ça, tu nous as rien dit? On t'a envoyé à droite, à gauche. Est-ce que j'ai fait mon travail comme il faut? Ils ont dit oui. Alors, vous n'aviez pas à le savoir. Ça vous regarde vraiment pas. Oui. Et j'ai senti vraiment que, voilà, j'ai bien passé le message, mais si je pouvais tomber enceinte encore une fois dans ma vie, je ne le ferais pas comme ça. Je sortirais carrément en direct. Je ferais mon direct avec le ventre et tout. Tu vois, c'est différent parce que là, je voulais passer un certain message et je ne voulais pas être prise pour quelqu'un de moins capable. Oui. Mais une deuxième fois, non, je leur ai fait, voilà, le ventre, voilà. Oui. Et du coup, l'accouchement se passe plutôt bien. Enfin, ça finit en césarienne, mais j'ai l'impression que tu l'as bien vécu. Oui, écoute, je l'ai bien vécu. Enfin, oui, je l'ai bien vécu. Je peux pas m'imaginer maintenant une image négative de ça, mais je dois dire que ils ont enlevé, évidemment, on a fait une césarienne parce que l'enfant est resté coincé. Il pouvait pas sortir. Donc, ils ont dû tout d'un coup, voilà, et ça a pris beaucoup de temps pour que le médecin m'enlève de l'eau, de la baignoire où j'étais, pour aller carrément
Oui, dans la salle oui, salle d'accouchement normal. d'opération. Moi, je lui disais non, non, non. Il me disait non, écoute, juste au cas où, parce que ça fait maintenant 20 heures, écoute, etc. On va t'aider. Et il m'a convaincue, il a vraiment fait pression pour me mettre l'épidurale, mais il ne l'a pas utilisé. Il m'a dit on va juste connecter, juste au cas où, parce que lui, il voyait déjà un problème. Il savait que j'étais très têtue et que Ouais. s'il me disait que ça allait être une césarienne, j'allais dire non. Hmm. Alors il était très bon, mais au moment où l'enfant est sorti, évidemment, le bébé était traumatisé, hein, parce que il pouvait pas sortir, il était un peu coincé. Il a repris le chemin pour remonter. D'accord, oui. Donc ils ont Pour, ouvert, mais ouais. vraiment comme ça, clac. Ils ont ouvert, ils l'ont sorti et il ne pleurait pas. Donc ils l'ont pris. Je l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu en vidéo, puis je me suis évanouie. Et ils l'ont emporté, tu vois, voilà. Et je me suis réveillée, il n'y avait pas de bébé. Et tout le monde venait me dire ah, qu'est-ce qu'il est beau ton bébé. Et moi, je disais quel bébé? Vous parlez de quoi? Et tout le monde me disait non, mais il est super bébé, bébé. Et moi, je disais non, mais vous êtes des menteurs. Il n'y a pas de bébé. Vous vous foutez de ma gueule. Et non, 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 mais il est où? Vous me dites, vous me parlez de bébé, il n'y a pas de bébé. Il est où que vous avez fait avec? J'ai pas de bébé. J'ai pas accouché, moi. J'ai accouché. Est-ce que j'ai vraiment accouché? J'ai passé 6 heures comme ça parce il pouvait pas me bouger pour aller là où il était Oui, et il pouvait pas le faire, enfin le chercher lui. oui. Et j'ai commencé vraiment à râler, à dire tous des menteurs. Il n'y a pas de bébé, mais ma mère était là, je lui disais, tu l'as vu? Elle m'a dit, oui, je l'ai vu, il est mignon et tout. J'ai dit, tu mens, tu me dis ça pour me soulager. Parce que je ne Mais l'avais pas qu'est-ce qui s'est tenu dans passé mes bras, je croyais pas, je pensais qu'ils me cachaient quelque chose et je n'avais pas une thèse. Je n'avais pas une thèse, enfin, je ne savais pas, mais je ne voyais pas de bébé, je ne sentais pas de bébé, je ne tenais pas de bébé. Pour moi, il n'y avait pas de bébé. Voilà. Hmm. Ah oui, c'est incroyable ce qui peut se passer dans le cerveau d'une maman qui vient d'accoucher. Voilà. Mais après, tu as rencontré ton bébé. Alors après, ils m'ont prise en chaise roulante. Ils m'ont dit, bon, écoutez, madame, clairement, vous ne croyez pas. On va montrer le bébé. Alors, on m'emmène chez le bébé. Il est évidemment dans le... Comment ça s'appelle? Dans le... Une couveuse? Oui, voilà, une couveuse. Et j'arrive et je mets ma main et lui, il attrape mon petit doigt tout de suite. Et Oui. là, j'ai dit, ah, ça, c'est mon bébé. C'est bon, là, tu étais rassurée. Il était Et bien là, là. je ne lâche pas. Je ne bouge pas d'ici. Et il était énorme. Il pesait plus de 4 kilos. D'accord. Et à côté des autres bébés qui étaient nés ce soir-là, ce jour-là, il était immense. Ah ouais. Il était immense. Les autres bébés étaient comme ça et lui, il était comme ça. Et il paraissait vraiment, genre, pas un bébé qui venait de naître. Il était tellement propre et tellement les autres bébés étaient comme ça. Je sais pas, je le regardais et on dirait il était né déjà quelques semaines avant. Il Ah était oui. énorme. Il avait une tête énorme. Il était tout énorme. Il faisait comme Bouddha. Il avait un ventre comme ça énorme. Les étages. Voilà, exact. Et voilà. Ouais. Et donc, cette rencontre, comment tu t'es sentie quand tu l'as vu pour la première fois? Il était tellement beau, je trouvais. Non, mais ça, c'était. Quand il a mis sa main comme ça autour de mon doigt, c'était. J'ai oublié tout ce qui s'était passé avant. J'étais. Incroyable. Il n'y a pas. Attends, mais moi, j'ai quand même vécu des expériences et j'ai voyagé. J'ai vécu quoi dans 6 continents. J'ai rencontré des gens. J'ai fait des sports bizarres. J'ai fait toutes sortes de choses. Mais alors, il n'y a pas de sentiment qui arrive à cette. C'est quelque chose à l'intérieur qui te touche et voilà, c'est une pièce de toi qui Oui. sort et puis qui devient une vie. Hmm. Oui, C'est un miracle. C'est un miracle. c'est ça, c'est le miracle de la vie. Oui.
c'est un miracle. Il n'y a pas, si moi je devais refaire ma vie, si on me disait, voilà, écoutez, madame, il faut que vous reviviez votre vie, et qu'est-ce que vous prendrez avec vous de cette vie? Voilà, je voudrais reprendre seulement cette expérience-là, la maternité. Le reste, je suis sûre, je peux le refaire de la même façon, d'une autre façon, c'est pas grave. Ça se récompense avec d'autres choses, mais je crois que cette expérience de maternité, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu louper ou rater dans ma vie. Bah, quand tu l'as enfin, testé, tu as changé oui. d'avis par rapport à ce que tu pensais avant. Ah oui, absolument, absolument. Surtout, attends, encore une fois, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, je sentais que voilà, il y avait un sens à tout ça. Je devais transmettre mes expériences, mes passions, tout ça. Il y avait enfin, genre, euh, genre une fin logique, voilà, c'était soulageant de savoir qu'il y avait cette personne Oui. avec qui je partageais tout ça. Mm. Oui, c'est très beau. Et comment se passent les premiers jours avec ton bébé? Comment se passe le postpartum? Parfois, c'est assez difficile. Comment toi, tu l'as vécu? Tu étais entourée? Tu avais des gens autour de toi pour te sentir un peu cocooné? Ou comment ça s'est passé pour toi? Et puis, tu me disais que tu avais allaité. J'aimerais aussi savoir comment s'est passé l'allaitement, combien de temps tu as allaité. Alors, ma mère, elle est venue donc m'accompagner pour la grossesse. Mais ça, c'était difficile aussi parce qu'elle venait avec la tradition. Et tu vois, et moi, je voulais faire les trucs à ma façon. Et puis, à la vénézuélienne aussi, c'était différent. Donc, il y a eu quelques moments de clash. Oui. Oui. Ça arrive souvent. Oui, et moi, c'était un peu, ça me rendait nerveuse de la voir, mais en même temps, c'était super de la voir. C'est un peu contradictoire, mais je crois que ça passe aussi avec les mamans. Et j'avais aussi ma nounou de mon enfance, qui a D'accord. insisté. Elle m'a toujours dit, si tu changes d'avis et tu veux faire des enfants, je peux être là avec toi. Donc, D'accord. cette femme de 70 ans, elle est venue de Syrie, elle est palestinienne. Elle est venue de Syrie, elle sait pas lire et écrire, elle parle pas anglais, elle parle pas espagnol, tu vois, c'est une réfugiée palestinienne d'un camp de réfugiés à Damas. Et je l'ai fait venir au Venezuela pour rester avec moi. Donc elle m'a accompagnée, elle est restée avec moi genre quelques années, hein. Elle est restée vivre avec moi. Ok. Et donc oui, j'avais quand même Oui, tu étais j'avais plutôt entourée. et j'ai allaité pendant une année entière en fait. Super. Et l'allaitement, c'était encore. Attends, tu m'as posé la question du postpartum. C'est vrai que je me sentais coupable pour avoir accouché par césarienne. Mm. Et je me faisais un peu, genre, je cherchais à savoir pourquoi j'ai fait ça. Oui, Et ce le que médecin ce qui s'est m'expliquait que passé. c'était pas de ma faute. Oui. Et en fait, j'avais envie tout de suite de revivre l'accouchement. D'accord. J'avais envie de refaire. Mm. J'avais vraiment envie de refaire. Que ce soit la même expérience ou Ou une autre. différente. J'avais juste une envie d'une deuxième opportunité. Je trouvais que c'était pas assez pour moi. Mm. 25 heures et j'en avais pas eu. Tu voulais y aller encore, bah, Oui, je sentais que oui, il y avait un besoin là de refaire. Mm. Voilà. Et tu as dépassé ce sentiment? Bah, c'est mon médecin qui m'a aidé à faire ça et parce que je suis devenue très occupée avec tous les devoirs de la maman. Bon, l'accouchement, ça va, oui. Ouais. Mais, mais c'était pas rationnel, hein. C'était Oui, c'était. purement émotionnel. Mm. Ça voulait pas dire que je voulais avoir un deuxième enfant. Attention, Mm. c'était pas ça. Je voulais accoucher encore une fois. Oui, peut-être pour, comment dire, pour mieux revivre ce moment ou peut-être pour aller mieux par rapport à ce moment, peut-être. Je pense que c'est ça,
qu'on a envie de revivre. Et donc, est-ce que tu reprends le travail rapidement? 4 mois plus tard, je reprends le D'accord. travail. Et en fait, c'était assez difficile avec l'allaitement parce que mon travail, ça veut dire voyager. Je vais Oui. te raconter peut-être 2 anecdotes d'allaitement, j'en ai plein, hein, mais par exemple, je suis partie en Bolivie faire une interview avec le président bolivien à l'époque, Evo Morales, Oui. que je connaissais déjà, je l'avais interviewé avant plusieurs fois. Mais évidemment, j'allaitais, donc j'avais mon sac à dos, c'était la pompe Avec le tire-lait? avec le tire-lait, voilà, c'était électrique. Et en Bolivie, normalement, je disais toujours, est-ce que vous acceptez voilà, des dons de lait, mais ils n'acceptent pas, en Bolivie, ils n'acceptaient pas. Et donc, je devais tirer le lait et jeter pour D'accord. garder la production. En plus, je devais garder aussi tous les repas pour mon fils. Il mangeait 5 fois par jour. Je Oui. devais garder 5 repas. Donc, pour les 10 jours en Bolivie, j'ai gardé 50 repas dans le congélateur. D'accord. J'étais vraiment une machine À tirer. à tirer tout le temps. J'allaitais, je tirais, j'allaitais, je tirais, j'allaitais, je tirais tout le temps parce que je savais que j'allais voyager. Et 50 repas, tu ne peux pas les faire en une Oui, journée ou c'est par sûr. exemple en une semaine, ça prend beaucoup de temps. Et j'avais enfin tout ce qu'il fallait. J'arrive au palais en Bolivie. Les présidents en général en Amérique latine, ils te font attendre. Ils Mm. n'ont pas de rendez-vous fixe. Donc je me suis dit, s'il me fait attendre et que j'ai besoin de tirer le lait, il fallait que j'ai quand même Oui. mon sac à dos, le fameux sac à dos. Et donc, on entre dans le palais, il passe ça par la machine. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit? Donc, le mec, il dit, c'est quoi ça? Je fais, monsieur, c'est une machine pour, voilà, etc. Et il me fait, et le bébé, il est où? Je fais, non, non, vous avez rien compris. Alors, non, c'est justement parce que le bébé, il n'est pas là. Il est où le bébé? Il vient? Non, non, mais c'est pas pour le bébé, c'est pour moi. Et puis, j'ai essayé d'expliquer. J'ai dit, est-ce qu'il y a une femme par ici avec qui je peux parler? Une policière. Alors, ils ont été chercher une femme. Elle n'a pas compris non plus. Apparemment, en Bolivie, c'est pas un truc. D'accord. Elle n'avait jamais vu ça. Ils m'ont dit, ouvrez, madame. J'ai ouvert, ils ont regardé comme ça. Ils ont dit, c'est quoi ça? Ils ont tout sorti. Ils ont dit, est-ce que vous allez allaiter devant le président? Et votre bébé, il n'arrêtait pas de me demander, votre bébé, il est où? J'ai dit, mais mon bébé est au Venezuela. Vous avez laissé votre bébé au Venezuela, vous êtes venu ici? Je fais, oui. Et justement, et qui c'est qui l'allaite maintenant? Je fais, non, non, vous n'avez rien compris, justement. Alors, j'ai passé une demi-heure à expliquer que c'était justement pour préserver mon bébé parce qu'en fait, ils avaient un regard, ils me jugeaient fort. Oui, Vous d'avoir écrivez laissé, d'avoir laissé votre ton bébé, fils. vous l'avez abandonné au Venezuela dans un autre pays et vous venez ici à nous dire que vous allez tirer du lait devant le président. C'est pas possible. Donc voici deuxième anecdote. Et ça, c'est très important pour toutes les femmes. Justement, je crois qu'il y a le moment de grossesse où j'ai décidé de cacher ma grossesse pour prouver que j'étais aussi Oui, capable. capable, oui. Il y a un moment pareil dans l'allaitement où je devais donc faire un direct par satellite depuis Caracas. Et je me rappelle très bien, c'était sur les tensions politiques entre la Colombie et le Venezuela. Donc, c'était un truc très politique, très sérieux. Et du coup, mon fils, c'était pas l'heure normale de son allaitement. Et je dois l'allaiter. Et donc, j'ai dit au travail, je suis désolée, je risque de ne pas pouvoir faire le live. Par contre, je peux vous offrir un appel téléphonique, donc par téléphone. Et si vous voulez me punir pour ça, bah, c'est à vous de le faire. Mais moi, je ne vais pas enlever mon bébé de ma poitrine pour parler à la télé. Franchement, ce n'est pas un truc que je vais faire. Alors, tu vois, le monsieur qui fait là, je fais, pardon, attendez, je vous passe le rédacteur en chef, parce que évidemment, il était là, il se dit, mais elle parle de quoi cette meuf? Alors, le monsieur, je fais bonjour, monsieur, oui, ah, je le connaissais, j'avais travaillé là-bas. Et je dis, vous avez des enfants?
Il me dit, oui, oui, j'ai des enfants. Bah, très bien. Est-ce que votre femme a allaité? Oui, bien sûr. J'ai dit, voilà. Bon, moi, je suis en train d'allaiter maintenant mon enfant et je ne vais pas l'enlever pour faire ce live. Alors, si vous voulez écrire un rapport, dire que elle n'a pas bien fait son travail, je suis tout à fait d'accord. Faites ce que vous voulez, mais moi, franchement, si vous voulez le prendre par téléphone et je continue à allaiter, et s'il commence à pleurer, vous coupez, vous dites ça s'est coupé, la ligne, ça arrive tout le temps, bah, bienvenue. Je suis partante. Il m'a dit, mais bien sûr, mais on fera comme ça. Et désormais, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire j'ai découvert que c'était possible, que Oui. j'avais le droit de dire Mm. non, je ne peux pas faire ça parce que j'allaite et que c'est normal. Et en plus, ça ne crée pas un conflit entre la femme et l'homme parce que j'ai connecté avec lui sur un plan humain. Mm. Il s'est identifié avec moi. Oui, il a compris ce que tu vivais parce que lui aussi, il l'a vécu d'une certaine manière. Et j'ai découvert qu'en fait, ma lutte, elle peut être très pacifique. Mm. Elle peut partir de cette notion humaine qu'on partage tous. Elle ne doit pas être toujours de la confrontation ou des revendications. On peut en fait faire des avancées comme ça, enfin du progrès comme ça. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, je savais que j'avais en fait le droit d'allaiter et de dire que l'allaitement était ma priorité et que c'était bien. Oui. Et ça s'est très bien passé. Après, j'ai fait plein de lives comme ça en allaitant. Ils ne devaient même pas s'en rendre compte parce que je leur disais, on fait par téléphone, on fait comme ça. Et c'est bien, c'est un moment de, voilà, comme on dit en anglais, de empower. Non, Oui, où ça redonne confiance et ça redonne le pouvoir à la femme de faire ce qu'elle veut. Je pense aussi de son corps et de pouvoir choisir ses combats. Oui, mais évidemment, ce serait bien qu'il y a dans les règlements de l'entreprise, du pays, que voilà, madame, ah, vous êtes enceinte, vous avez le droit de tel, etc., etc. Évidemment, moi, je te parle de quand j'étais correspondante au Venezuela. Maintenant, Al Jazeera a effectivement changé de règlement. Il y a une politique pour les femmes. Et moi, je veille aussi sur ça, maintenant que je suis directrice. Je veille aussi sur ça au sein de l'entreprise pour m'assurer que les autres femmes ne doivent pas passer par les mêmes expériences, ne doivent pas, elles, faire ce même combat parce que toutes les femmes ne sont pas capables de le faire. On ne doit pas s'attendre à ce que toutes les femmes passent par ces combats-là. Oui. Il faut avoir un système où ça marche. Où ça marche tout seul. Je pense que si une personne comme toi, tu l'as fait, ça ouvre, je pense, une brèche, un truc où toutes les autres vont pouvoir s'engouffrer pour sensibiliser. Va ouvrir une brèche, évidemment, oui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Moi, j'ai une question assez, je ne sais pas, assez personnelle. Tu es d'origine palestinienne et syrienne. Oui. Déjà, je trouve ce mélange assez fort. Et j'aimerais savoir si tu en parles avec ton fils, parce que c'est un héritage pour lui, un héritage culturel et des origines. Est-ce que tu lui expliques ce qui se passe? Est-ce que tu lui expliques la situation, peut-être avec des mots d'enfant, pas politiques, mais est-ce que tu en parles avec lui? Oui, absolument. Donc, lui, il a une identité très mélangée parce qu'il est né au Venezuela, il est donc vénézuélien. Son père est d'une autre nationalité encore, occidentale. Et moi, je suis palestino-syrienne. Donc, en fait, il a beaucoup d'identités. Il parle, il est bilingue. Mais moi, j'ai vraiment travaillé depuis sa naissance sur la question culturelle. J'ai parlé en arabe avec lui tout le temps. C'était pas facile parce que à la crèche, c'était l'espagnol. Avec son père, c'était l'anglais. Donc, et avec son père, moi, je parlais anglais. Donc, c'était. Mais la nounou, elle m'aidait beaucoup parce qu'elle parlait arabe avec lui, évidemment. Oui. J'ai parlé arabe avec lui. Je lui ai raconté l'histoire de la Palestine. C'était pour moi très important qu'il la comprenne et qu'il la porte en lui. Parce que la Palestine, ça vit en nous. On peut pas, moi, je peux pas aller. Moi,
peux pas rentrer en Palestine, mais la Palestine vit en moi plutôt que moi en elle. Et je pense que c'est très important pour lui. Donc lui, il a cette conscience. Il a vécu la révolution syrienne avec moi. C'était très émotionnel. Il a senti ce que j'ai senti. C'était même traumatisant pour lui. Et il a été en Syrie plusieurs fois, donc il connaît tout ça. Mais je dois dire que c'est pas évident. C'est pas évident aujourd'hui. Internet, tout ça, les écoles internationales. Ici, le Qatar, c'est très, très Mais là, international. oui. C'est pas évident de préserver l'identité. Et justement, moi, j'ai mes parents ici, donc ça aide beaucoup. J'ai mon frère et en fait, j'ai quitté le Venezuela en grande partie, c'était pour offrir à mon fils une vraie famille vraie vie de famille, une vraie famille autour. Qu'ils comprennent un peu ces valeurs-là. C'est important pour moi que je ne sois pas toute seule avec lui au Venezuela, un pays qui est très cher, mais ce n'est pas le pays de ma famille. Et je voulais qu'il ait ces valeurs et ces notions culturelles, mais aussi important. Enfin, c'est important pour sa personnalité, pour savoir qui il est, d'où il vient. Oui, C'est pas évident. Oui, j'imagine bien que c'est pas facile, surtout comme tu disais, la Palestine, difficile d'y accéder aujourd'hui, donc on peut pas aller et montrer des choses. Enfin, c'est compliqué, mais je trouve déjà beau que tu lui en parles et que tu parles en arabe avec lui. Personnellement, on parle tout le temps en français et c'est très difficile de lui parler en arabe. Mais je me rends compte que mon fils comprend très bien ce que je lui raconte quand je pense qu'il n'a pas compris. C'est très drôle. Mais oui, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit déjà avoir le mélange Palestine-Syrie, deux pays où beaucoup de choses se passent toujours. Ça ne doit pas être facile à transmettre et à expliquer, mais je pense que tu le fais très bien. Comment tu as choisi On va voir. On va voir. Oui. Non, mais j'en suis sûre. Comment vous avez choisi le prénom Fares? Alors ça c'est, tu sais, au Venezuela, il y a en fait chacun, quand quelqu'un est né au Venezuela, il a 2 prénoms et 2 noms de famille, automatiquement. Les 2 prénoms, c'est un peu comme Jean-Marie, Marie-Christine, voilà, Maria Cristina ou Juan López, enfin, en espagnol c'est pareil. Et le nom de famille du père, puis le nom de famille de la mère. D'accord. Donc, comme lui, il allait avoir le nom de famille du père en premier, j'ai dit à son père, bah, écoute, moi j'ai droit au premier prénom. Et toi, tu peux avoir le deuxième. Donc, j'ai choisi Fares parce que je voulais lui donner un prénom arabe beau et je n'étais pas vraiment préparée. Moi, je voulais une fille. Hein, Ah, d'accord. Je n'avais pas un garçon. Et j'avais préparé un nom de fille, un prénom de fille. Donc, à la fin, quand je me suis rendu compte que voilà, ça allait être un garçon, je voulais choisir un nom très arabe, mais pas démodé et facile à dire en espagnol. C'était important pour moi que les gens le puissent, Bien sûr. puissent le faire en espagnol et en anglais aussi. Bon, en anglais, c'est un peu plus difficile à dire parce que les gens, des fois, ils le lisent fairs, Oui. sur le bus. Fairs. Bien, Fares. Et lui, il corrige les gens, il leur dit My name is Fares, Fares, tu vois. Et en espagnol, c'est devenu Fare, 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 parce qu'en vénézuélien, c'est le S, Fare, 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 c'était devenu comme ça. Donc ça va, ça s'est bien passé, voilà. Et donc il s'appelle Fares Xavier. Xavier, c'est le deuxième nom, c'est son père qui l'a choisi. Fares Xavier Sant Khatib. À la fin, il y a Khatib qui est mon. D'accord. Bah, je trouve ça pas mal d'avoir aussi le nom de famille de la mère. Ça donne, comme on parlait tout à l'heure de pouvoir pour les mères, je trouve ça super. Et comment aujourd'hui tu équilibres entre ta vie de femme professionnelle, et j'imagine que tu dois avoir un planning ultra chargé, beaucoup de travail. Et ta vie de maman, comment tu gères les deux? Comment tu équilibres pour donner du temps à ton fils? Pas évident. Et il faut savoir que c'est jamais parfait, ça va jamais être parfait. Tu vas jamais être la parfaite maman et la parfaite employée ou la parfaite personne au travail. C'est pas possible.
Alors, il faut toujours prendre des petites décisions ou des grandes décisions pour sacrifier un côté, améliorer l'autre. Il faut savoir s'habituer à cette situation. Ça, c'est une situation normale. C'est-à-dire, aujourd'hui, je n'ai pas passé de temps avec mon fils parce que je suis trop occupée. Il ne faut pas me sentir trop mal. Que demain, je vais pouvoir peut-être changer dans l'autre sens, etc. Ah, ce mois, ça a été difficile. Bah, je vais prendre quelques jours de congé, etc. Il faut accepter que ça ne va jamais être parfait. Tu vas te sentir coupable d'un côté et de l'autre. Toujours. Il faut aussi vivre avec cette culpabilité. Il faut la transformer en énergie. Énergie pour toujours trouver des solutions créatives. Donc, voilà comment je le fais. Je donne toujours la priorité à mon fils. Ça, c'est pour moi. C'est-à-dire, s'il est malade, il est malade. Il n'y a rien qui va non, c'est une priorité. J'essaye aussi de ne pas séparer trop ces deux mondes de façon catégorique, c'est-à-dire, voilà, il fait partie de ma vie, le travail fait partie de ma vie, j'essaye. Et ça, c'est pas évident non plus parce que des fois, les limites, ça devient fluide et c'est pas facile à gérer. Mais voilà, chacune va trouver sa façon de le faire. Mais moi, j'ai arrêté de travailler pendant 2 ans pour rester à la maison avec lui. Quand il a eu 5 ans, j'ai pris cette décision très radicale et tout le monde m'a dit, t'es folle, tu es dans le sommet de ta carrière, tu vas laisser tomber ça pour rester à la maison. Moi, j'avais besoin de passer plus de temps avec lui, assis sur le canapé à regarder la télé, plutôt que lui me regarder à la télé. Oui. Tu vois? C'était devenu intolérable pour lui et pour moi que je passe plus de temps à la télé qu'à côté de lui à regarder la télé. Et j'ai pris cette décision, j'ai dit non, moi j'arrête, je veux rester à la maison. Et mes collègues me disaient, mais tu fais quoi? Tu cuisines? Je fais, bah oui, je cuisine. Et je vais chercher mon fils à l'école. Et je me réveille avec lui. Et je ne le dépose pas à l'école comme si c'était genre oui, rapidement, parce qu'on doit... C'est pas un colis que je jette, tu vois, je vais à la poste. Non, c'est un enfant, je descends avec lui. Je suis pas pressée. C'est très précieux. Et je crois que ces 2 années où j'ai travaillé, mais très peu, j'ai enseigné à l'université, donc j'avais quand même le choix de rentrer tôt. Ça a changé complètement ma relation avec lui. On a fait tellement de choses ensemble. Et je pense que ça devrait être impératif. Enfin, ça devait être automatique qu'on puisse faire ça. Et qu'on ne soit pas puni après par, voilà, rentrer au monde du travail, genre moins. Parce qu'en fait, tu deviens plus, pas moins, en étant maman. Tu es devenu plus que ce que tu étais avant. Tu as plus de qualité, tu as plus d'expérience, tu es beaucoup plus patient, tu es beaucoup plus multitasking. Tu es beaucoup mieux organisé. En fait, tu es une meilleure employée, certainement. Je suis sûre. Donc, mais seulement, il faut savoir voilà, gérer cette situation où on n'est pas puni et où on ne se sente pas inférieur par rapport à ce qu'on était avant. Il ne faut pas accepter de se faire traiter comme inférieur ou comme moins. Et ces 2 ans que tu as pris de temps avec ton fils, est-ce que ça a été un frein ou est-ce que ça t'a aidé pour ta carrière? Ah, ça m'a aidé pour ma carrière. Je vais t'expliquer, j'ai une très belle histoire là. C'est vrai que j'ai arrêté mon travail de correspondante de télé, etc. Mais je me suis mise à écrire. J'ai enseigné à l'université, donc j'étais en contact avec les millennials. Et j'étais très active sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'a préparée pour le poste pour mon poste actuel. C'est-à-dire que le fait d'avoir rompu carrément avec ma carrière d'avant m'a permis de grandir sur un autre chemin
qui m'a favorisée par rapport à mes opportunités de travail après. Mais je dois dire, et ça, pour ça je dis, il ne faut pas accepter. Je dois dire que automatiquement, ton employeur, il va t'offrir un travail plus excitant que celui que tu avais d'avant. Oui, Parce qu'il veut être compréhensif, il veut te soutenir. Et moi, je n'ai pas pu accepter cette idée. Je lui ai d'accord. dit non, je ne peux Oui. pas faire un travail Mm. moins que celui que je faisais avant. Je ne peux pas. Ça va me faire sentir très mal dans ma maternité. Oui, Je vais probablement arriver à sentir, je vais sentir que j'ai sacrifié ma carrière oui. et ça ne va pas être bien pour lui ni pour Mm. moi. Mm. Mais ce n'est pas évident. Hein. Il faut savoir dire non. Et tu es arrivée à dire non. Oui, oui, je dis oui, non, non, moi je ne prends pas ça. On m'a dit, prends un travail là dans ce département, tu finiras à 16 heures ou à 15 heures, tu peux passer du temps avec ton fils Avec ton et tu fils, ça vas va. bien. Mais c'est un travail qui ne m'intéressait pas. J'allais être Mm. malheureuse. Et Oui, pourquoi faire enfin, je ne me voyais pas là-dedans. Je disais non. Ils m'ont dit, mais toutes les mamans, elles font comme ça. Toutes les mamans, elles cherchent un travail comme ça après parce que voilà, tu vas pas pouvoir. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire ce que tu faisais avant? Je fais non, mais moi, je ne veux plus voyager, ça c'est sûr. Je oui, ne veux plus voyager comme avant. Mais alors, non, je ne vais pas faire ce travail qui finit à 15 heures seulement parce que je pensais, voilà, c'est ce que. Non, j'ai dit non. J'ai dit, même si je ne peux pas reprendre le travail, là, enfin, dans un dira, bah, c'est pas grave, je ferai autre chose, mais je ne vais pas accepter. Et c'est oui, ça qui a conduit voilà, à cette idée d'Agitus. Ils se sont rendus compte que voilà, bah, elle a de l'expérience dans les réseaux sociaux, Mm. elle connaît bien la jeunesse, voilà, elle comprend le journalisme, etc. On va lui poser la question, on va voir, et puis ça marche. Voilà. Bah, comme quoi, il faut juste se donner les moyens, je pense, et surtout bah, croire en soi. Moi, je vois beaucoup Croire en soi, oui, de croire en confiance soi. en Et si toi, tu ne crois pas en toi, personne. personne ne va Ouais. le faire. Mm. Personne. Alors, si ça commence par toi, si toi, tu ne fais pas l'effort de penser que tu es assez bonne pour quelque chose, pour faire, pour dire non, pour dire oui, qui c'est qui va le faire pour toi? Oui, Personne. absolument. Je vois des amis là qui écrivent Ismaël, oh là, un beso para ti. Il y a plein d'amis qui ont écrit. Il y en a qui oui, ont dit il y a oh, beaucoup de pourquoi tu ne parles personnes. pas en anglais? Oui, pourquoi vous parlez pas en arabe? Bah, si tu veux faire pour les questions, on peut couper et reprendre pour les Oui, questions. je pense qu'il y avait des Oui, questions c'est bien. en anglais. Là, on a fait la partie en français. C'est vrai, on peut couper et reprendre pour les petites questions que j'avais reçues en anglais. Est-ce que tu as lu les questions sur le live là? Parce que moi, je n'ai pas lu en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de commentaires gentils, très sympas, mais pas eu beaucoup de questions. Mais tout à l'heure, j'ai reçu quelques questions en anglais pour toi. Ok. Donc, je Bon, pense qu'on peut. ok. So, join us Oui, again. On va couper and we will answer in English. exactly. بالدارجة بالعربي ولا بغيت بالدارجة حتى بالدارجة نديرو بالدارجة. Allez. Ok. Allez, à tout de suite.